Merci beaucoup, chère Lilia, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur que de vous accueillir à Paris pour ce congrès. Je vais les écarter comme ça irait mieux. Pour ce congrès de la New Lacanian School. À Paris, c'est tout un symbole, bien sûr, cette ville de Jacques Lacan. C'est tout un symbole aussi de vous recevoir à un moment très particulier, mais peut-être que dans l'histoire, tous les moments sont très particuliers, mais comme nous le vivons, il nous est particulier. Un moment où nous sentons beaucoup de confusion, de peur, d'angoisse, et j'ai la faiblesse de penser que le travail de la psychanalyse est peut-être ce travail qui peut en partie aider, contribuer à sauver le monde. C'est une tâche immense et sans doute que chacune et chacun d'entre vous, dans le rôle de professionnel qu'il est, ne se donne pas cette mission-là. Sinon, ça serait sans doute compliqué aussi à vivre pour vous. Mais je pense que collectivement, nous avons vraiment besoin de ce travail pour permettre à chacune et à chacun dans ce monde plein de confusion où une information chasse l'autre, où il y a une accélération du temps, notamment par cet échange de l'information et par cet échange cette rapidité qu'il y a, ces possibilités énormes qu'il y a aujourd'hui d'entrer en contact avec le monde entier. La question de la place de chacune et de chacun, du singulier dans ce monde, est une question qui nous est posée et sur laquelle chacun, dans nos responsabilités, nous avons à travailler chaque jour. Je suis maire d'une ville qui est une ville extraordinaire, qui a une histoire, qui d'ailleurs a une histoire, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est lié à la géographie, est-ce que c'est lié à d'autres événements? Toujours est-il que cette ville, dans l'histoire et dans l'histoire longue, celle qui nous précède, a été une ville, un carrefour de rencontres où des cultures, des femmes et des hommes sont venus, se sont retrouvés à cet endroit précis pour inventer, pour questionner, pour se réfugier. Et cette ville a toujours joué un rôle à la fois très protecteur et en même temps sans enfermer. C'est une ville d'où sont parties beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées qui sont aujourd'hui des idées reconnues comme faisant partie de ce patrimoine humain. Souvent, on me dit, tu es la maire de la ville dans laquelle les déclarations universelles sur les droits de l'homme ont été proclamées. Ce n'est pas un hasard que cette ville ait vu ces proclamations. Presque toutes les déclarations universelles ont été à un moment donné soit élaborées, soit proclamées à Paris, et même la dernière en 1948. Cette ville-là a permis cette émergence, ces idées qui aujourd'hui sont reprises comme des valeurs universelles. Je pense que ces valeurs sont universelles, non pas parce qu'on a déclaré ici à Paris qu'elles étaient universelles, mais simplement parce que l'humanité, chaque individu composant cette humanité, s'est reconnu dans ces valeurs et considère qu'elles font partie de ce qui nous permet de vivre de façon civilisée, de façon pacifiée entre personnes, quelles que soient nos différences. Et donc cette ville, avec cette histoire, elle produit bien sûr aussi des obligations et des devoirs pour celles et ceux qui, à un moment donné, de façon temporaire, comme c'est le cas pour le maire d'une ville et la maire que je suis, ont à observer, travailler et aider aussi à penser l'avenir sans rien oublier bien sûr du passé. Je suis de celles qui pensent, et souvent en politique on l'oublie, qu'on ne parle jamais, qu'on ne part jamais d'une feuille blanche et que nous devons partir aussi de ce qui a été écrit avant nous pour pouvoir nous projeter, et cela ne contraint pas la capacité à inventer et à imaginer le futur qui doit être la nôtre. Cette ville, elle a connu, et Lilia l'a très bien dit aussi, des souffrances, et des souffrances même encore tout récemment, avec des attaques terroristes, avec des questions. On a eu l'occasion de les évoquer avec toi, chère Lilia, avec
tes confrères, on a eu l'occasion de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que, par exemple, des jeunes qui sont élevés, qui sont éduqués dans cette société parisienne, pour ne prendre que Paris, n'aillent pas vers ces logiques de mort qui en arrivent, y compris à tuer les leurs. Cette réflexion, on l'a eue très rapidement ensemble au lendemain des attentats qui ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo et qui se sont attaqués aussi à des personnes parce qu'elles étaient juives et qui se sont attaqués à des policiers parce qu'ils étaient policiers. Nous avons eu cette réflexion et nous nous sommes dit comment des jeunes, puisque parmi les terroristes, 2 d'entre eux étaient des jeunes qui ont été à chaque instant pris en charge, je mets ça entre guillemets, par la collectivité, et notamment par Paris, puisqu'ils étaient de l'assistance sociale, enfin ils étaient des enfants confiés à l'assistance sociale dont Paris a la charge, et 2 de ces jeunes sont devenus des terroristes. La question qu'on s'est posée, c'est comment on en arrive à ça? Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'à chaque étape de leur parcours, toutes les institutions avaient réagi avec énormément de générosité, de professionnalisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, ces 2 jeunes quittent finalement ce fil fragile de l'humanité pour aller attaquer, tuer? Partant de questions comme celle-là, nous avons avec vous, avec bien sûr tous les acteurs aussi de cette société parisienne extrêmement active, dynamique et ouverte, nous avons essayé de mettre en place des réponses. Elles sont forcément fragiles, elles ne sont pas complètes, mais avec vous et avec aussi l'apport que vous nous avez apporté, puisque le travail que vous faites, et avec notamment le soutien de Lilia, nous avons pu mettre en place des structures qui sont aussi des structures qui permettent d'être, au-delà du travail individuel, aussi en résonance, en rapport, en porosité avec ce qui se passe dans la ville. Et nous avons accompagné aussi vos besoins d'avoir ces structures pour être au plus près d'une population qu'on a besoin et de comprendre et qui a besoin de savoir qui elle est, d'où elle vient, où elle va. Ce travail-là est un travail que nous avons bien sûr poursuivi encore après les épreuves que nous avons passées, mais aujourd'hui, en tant que maire de Paris, effectivement, en présidant ce réseau des plus grandes villes du monde, des mégapoles, qui est un réseau très engagé sur la question du climat, nous avons eu l'occasion, à Paris comme dans ces grandes villes, d'engager tout un travail autour de, bien sûr, le climat, mais pour résoudre ces grands défis planétaires qui nous sont posés, de passer par cette idée d'une ville inclusive. J'ai une conviction profonde, elle se retrouve aussi dans mes choix politiques, personnels, c'est que aucune société ne peut vivre en mettant à l'écart ceux qui seraient ou les plus fragiles ou qui seraient considérés comme n'ayant pas leur place dans le groupe que nous composons. Et une ville inclusive, c'est pour moi la ville qui peut effectivement développer des anticorps, tous ces anticorps face à des idéologies, des pratiques, des attitudes qui, elles, prônent la haine, la division et qui s'appuient uniquement sur la peur pour prospérer, mais qui pourtant prospèrent si bien aujourd'hui dans le monde et en Europe. Avec toutes ces villes et partant de la question climatique qui est fondamentale parce que c'est vraiment une question qui aujourd'hui bouleverse nos économies, bouleverse la santé et pose vraiment la question de la fin de l'espèce humaine. Ce que pose la question climatique, c'est vraiment cela. À partir de cette question, nous sommes très vite allés sur cette question de la ville inclusive et c'est autour de cela que nous travaillons aujourd'hui avec les citoyens, les professionnels, avec tous les acteurs pour pouvoir trouver là aussi des chemins. Ce chemin, il passe par la parole. Voilà, moi je ne connais pas d'autres armes plus puissantes que celle-là
pour essayer de partager, d'entraîner, d'associer, de faire en sorte que celles et ceux qui souffrent et celles et ceux qui ne souffrent pas mais qui n'ont pas envie de voir la souffrance des autres se disent que leur destin est tout de même lié. La parole, c'est l'arme essentielle que nous avons dans nos démocraties pour pouvoir effectivement trouver ce chemin extrêmement fragile dans ce monde où la parole est souvent démonétisée, et notamment la parole du politique, et où, dans des formes souvent très hystériques, pardon d'utiliser ce terme, mais dans notre démocratie, avec des médias qui eux-mêmes attisent plutôt que n'essayent d'aider à comprendre et à poser, nous sommes quand même tous dans une difficulté qui n'est pas négligeable. Mais la parole, c'est ce sur quoi vous travaillez aussi, bien sûr, et je pense que ce travail-là est extrêmement utile. Nous devons comprendre et faire en sorte que les anticorps qui se diffusent dans notre société soient suffisamment puissants pour combattre tout ce qui vise justement à porter l'angoisse, la peur de l'autre. Paris, c'est cette ville, Lilia en a parlé, qui est aussi une ville extraordinaire. Souvent, on me dit, mais c'est une ville finalement où tout le monde va bien, une ville de bobos. Alors finalement, les bobos, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ce sont les gagnants de la mondialisation. Et donc forcément, dans une ville qui va bien, où il n'y a que des gagnants, eh bien, on n'a pas trop de problèmes et on peut avoir des discussions, des débats comme ceux que vous avez, parce que c'est une ville où il y a de l'intelligence. Bien sûr que Paris est une ville où il y a des gens qui vont bien, et je suis tellement heureuse qu'il y ait des gens qui aillent très bien. Et je suis tellement heureuse qu'il y ait des gagnants quand même de la mondialisation, parce que s'il n'y avait pas des gagnants, ça serait quand même compliqué aussi de travailler. Mais Paris, comme beaucoup de ces grandes villes du réseau que je préside, est une ville où nous avons les gagnants, mais aussi les laissés pour compte. Mais aussi des femmes et des hommes qui, parce qu'ils ont eu des accidents de la vie, se retrouvent dans des situations de précarité extrême. Mais aussi des femmes et des hommes, parce qu'ils voient de la lumière dans nos villes, et dans une ville comme Paris, viennent chercher refuge et protection. Je pense bien sûr à tous ces réfugiés qui fuient les guerres ou la misère. Et Paris, comme beaucoup de nos grandes villes, c'est aussi une ville où il y a ce qu'on appelle une classe moyenne, des femmes et des hommes qui travaillent, qui s'accrochent, qui se disent « je veux un avenir meilleur pour mes enfants ». Et à cet endroit-là, parce que cet endroit est ouvert sur le monde, parce qu'à cet endroit-là, il y a de la culture, il y a de la démocratie, il y a de l'éducation, c'est à cet endroit-là que je veux m'accrocher pour que mes enfants puissent grandir dans un endroit où ils auront une chance, des opportunités. Paris, comme nos grandes villes, c'est ce concentré planétaire. Ce sont ces petits villages planétaires avec cette société complexe et non pas souvent ce schéma très très simpliste que l'on voudrait nous faire partager des grandes villes qui vont bien et des autres territoires qui n'iraient pas bien. Non, peut-être que parce qu'il y a beaucoup de promiscuité, peut-être parce qu'il y a des distances qui sont beaucoup plus courtes d'un point à un autre de la ville et que finalement être relié par des transports, par des réseaux, ça permet de faire plus facilement société. Ça, je veux bien sûr le reconnaître. Peut-être que cela facilite le travail, mais ce que je reconnais aujourd'hui dans cette ville, c'est une société complexe, diverse, et le rôle que je m'attribue et que les Parisiens m'ont attribué, c'est de faire vivre en cohésion, de façon pacifique, cette société complexe où chacune et chacun est différent, a droit à un espoir, à un idéal différent, mais fait société. C'est ce travail-là sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un travail extrêmement difficile, sur lequel aucun d'entre nous n'a la solution, bien évidemment, tout seul. Et ce travail nous pousse à essayer d'imaginer, de mettre en place aussi des formes de gouvernement humain qui sont
plus horizontale, plus large, plus associative, plus collaborative, pour que chacune et chacun se sente relié à l'autre. C'est ce projet sur lequel nous travaillons. Je ne suis pas la seule maire à travailler de cette façon-là, puisque je partage vraiment cela avec beaucoup de mes collègues, à l'échelle, bien sûr, de mon pays, mais aussi à l'échelle internationale. Et de vous voir réunis aujourd'hui pour travailler sur l'inconscient, dans ce moment qui nous est particulier puisque nous le vivons, est pour moi plutôt un signe d'espoir. Et je veux conclure là-dessus. Je reste profondément optimiste tant qu'on est debout, en capacité de penser, de parler et d'agir. C'est qu'il y a donc une capacité à faire, à transformer. Et donc, je reste du côté de ceux qui pensent que tant que nous sommes suffisamment nombreux et forts pour pouvoir porter cette capacité et cet espoir, eh bien, nous pouvons encore changer, transformer ce monde et peut-être permettre à chacune et chacun d'y trouver sa place de façon plus pacifique, plus harmonieuse, et en se disant que lorsqu'on met des enfants au monde, ils ont aussi un avenir. Merci à vous.